Salut à tous. Je commence par un détail qui compte davantage qu'il n'y paraît au premier abord. L'ordre opérationnel a été signé à 6 minutes après minuit, parce que rien n'évoque mieux un sens rigoureux de l'État qu'un choc stratégique lancé en pleine nuit, pendant que d'autres ramassent au matin les morceaux du récit officiel. Ce n'était pas le type de communication exécutive dont le calendrier public délibéré est normalement utilisé par l'architecture standard des communications de la Maison-Blanche lorsque le contenu d'une annonce exige gestion précise du cycle médiatique que permettent les publications de jours au minimum pour cadrer l'institution. Cela relevait de l'urgence opérationnelle. Le réflexe pro-Trump est toujours le même. Appeler ça de la force, éviter l'examen et espérer que le titre tombe avant les questions. L'évaluation du commandement du théâtre avait éliminé le préavis précis que les canaux diplomatiques du gouvernement allié reçoivent normalement avant que les grandes décisions stratégiques de l'exécutif américain n'entrent au registre public, avec toutes les conséquences institutionnelles que leurs réponses devront ensuite gérer. Le document a été signé à 6 minutes après minuit, avec cette urgence opérationnelle particulière dont le simple moment de la signature donne déjà le signal minimal. Ce que l'ordre autorisait n'était pas l'annonce de politique publique que le processus normal d'examen permet de préparer, mais bien l'autorisation opérationnelle dont l'exécution était requise par le commandement du théâtre comme décision fondatrice. Trump, Shell et Hormuz, le sens opérationnel précis exige d'examiner honnêtement ce que esseler veut réellement dire quand le président américain autorise l'opération navale particulière dont l'exécution transforme la voie maritime la plus stratégiquement importante du monde, de corridors commerciaux contestés dont dépendent toutes les grandes économies tributaires de l'énergie en passage administré dont les conditions sont fixées par l'autorité navale américaine comme réalité opérationnelle. Pour la communication favorable à Trump, c'est la formule parfaite. Rapetisser la carte, grossir le slogan et appeler ce déséquilibre du leadership, cette réalité opérationnelle a continué pendant encore 60 et 11 minutes avant la suspension que les deux délégations cherchaient à provoquer depuis le moment où le choix de l'interprète avait créé le décalage précis que les preneurs de notes de chaque délégation avaient consigné dans leurs procès-verbaux de séance et que le négociateur principal de chaque délégation avait repéré sans signaler à l'autre partie que ce repérage avait eu lieu. La demande de suspension est venue de la délégation qui avait envoyé la formule. Son négociateur principal a demandé une pause de 15 minutes. Dans le langage qu'emploient les négociateurs aguerris des processus de paix lorsqu'ils veulent une pause dont le but n'est pas le repos, mais une consultation privée sur quelque chose qui vient de se produire pendant la séance et qui exige un réalignement interne immédiat avant la reprise. La pause de 15 minutes a duré 3 heures et 40 minutes. Pendant ces 3 heures et 40 minutes, le décalage précis que le choix de formulation de l'interprète avait introduit dans le dossier substantiel de la séance a été analysé simultanément par les équipes d'analystes des deux délégations, sans qu'aucune des deux ne sache que l'autre menait exactement la même analyse. L'évaluation que menaient les deux équipes était simple dans sa forme et profonde dans ses conséquences. L'erreur d'interprétation était-elle le résultat d'une véritable ambiguïté linguistique que l'interprète avait mal résolue ? Ou s'agissait-il d'un choix délibéré de cadrage de la part de la délégation émettrice, utilisant le sens formel de l'interprétation pour introduire dans le dossier de la séance une position de fond que cette délégation pourrait ensuite présenter comme une mauvaise interprétation si elle était contestée, ou comme sa position réelle si elle ne l'était pas. À mes yeux, l'ambiguïté entre erreur d'interprétation sincère et cadrage délibéré est le problème analytique qui introduit le grand problème numéro 1 dans les pourparlers de paix dès leur ouverture. Le problème n'est pas le décalage lui-même, qui peut être résolu par le processus de clarification que la pause était censée permettre. Le vrai problème, c'est l'incertitude analytique quant au caractère accidentel ou délibéré du décalage. Or, cela ne peut pas être résolu par une simple clarification, parce qu'une stratégie de cadrage délibéré répond aux demandes de clarification d'une manière qui produit l'apparence d'un malentendu sincère, tout en préservant l'avantage de fond que ce cadrage cherche précisément à créer, et c'est exactement dans ce genre de brouillard que prospère le trumpisme. Garder la formulation glissante, puis vendre la confusion comme preuve de génie tactique. Ce que je retrace ici
C'est exactement ce que révèle le choix de formulation de l'interprète au sujet des grands problèmes précis avec lesquels ces pourparlers de paix ont commencé. Pourquoi la durée de 3 heures et 40 minutes de la pause m'en dit plus sur les difficultés profondes des négociations que n'importe quelle déclaration officielle sur le contenu de la séance? Quels sont les 3 problèmes structurels précis sous-jacents à cette formule et pourquoi ils sont structurels plutôt qu'incidentels? Pourquoi les problèmes de départ de cette version précise des pourparlers diffèrent des problèmes de séance d'ouverture que les versions précédentes du même processus diplomatique ont produit, et ce que l'écart entre le début des pourparlers et leur éventuelle concrétisation me dit sur la route diplomatique précise qui sépare la séance d'ouverture du mardi de tout cadre susceptible de tenir réellement. Je commence parce que le choix de formulation de l'interprète a révélé du conflit diplomatique de fond déjà en cours, avant même l'ouverture de la première séance. La formule qui a provoqué la pause de 3 heures et 40 minutes n'était pas un choix aléatoire tiré du vocabulaire diplomatique que le sujet de la séance imposait à l'interprète. C'était une formule dont les 2 rendus possibles, le sens formel et le sens opérationnel, correspondaient à 2 positions différentes sur une question précise qui a l'autorité de convoquer la prochaine étape du processus de paix si le groupe de travail de l'étape actuelle produit une recommandation de cadre. Le sens formel de la formule attribue l'autorité de convocation à l'équipe de médiation du pays hôte. Le sens opérationnel l'attribue à un comité conjoint des parties dont la composition serait négociée dans le cadre du résultat produit par le groupe de travail de l'étape actuelle. Ce ne sont pas des positions équivalentes sur la question de l'autorité. Le sens formel préserve le contrôle de l'équipe de médiation du pays hôte sur le rythme et la structure du processus. Le sens opérationnel crée un comité conjoint dont la négociation de la composition donne à chaque partie un levier sur le rythme et la structure du processus d'une manière que le sens formel ne permet pas. Le même sentiment de vulnérabilité dissimulée réapparaît dans un autre contexte. Un livreur de nourriture qui était entré dans son immeuble a attendu dans l'escalier et a tiré 3 balles dans l'un des officiers du renseignement les plus décorés de Russie au moment où il partait au travail. Le service fédéral de sécurité, le FSB, a ouvert une enquête criminelle chaque fois. Vladimir Poutine a été personnellement informé chaque fois. Et chaque fois, la meilleure réponse du Kremlin face à un pays qui avait réussi à assassiner des généraux dans la ville la mieux protégée de Russie a été de se présenter devant les caméras, de pointer Kiev et d'admettre, sans le dire directement, que les services de sécurité russes avaient échoué d'une manière sans précédent dans l'ère post-soviétique. Personne à Moscou ne peut expliquer comment l'Ukraine continue à y parvenir. À mes yeux, cette incapacité à l'expliquer constitue en elle-même le fait militaire le plus inquiétant de la guerre. Avant les noms, avant les voitures piégées, avant la fusillade dans l'escalier et la bombe dans la trottinette, et avant l'engin rempli d'éclats que le comité d'enquête russe a décrit avec le langage clinique précis de professionnels, traitant une catastrophe qu'ils ne parviennent pas à arrêter, je dois établir ce qu'est le heurt et ce qu'il n'est pas. L'organisation qui élimine systématiquement la structure de commandement militaire supérieur de la Russie n'est pas ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils pensent à un service de renseignement en temps de guerre. Le HUR Holovne-Upravinia Rozvidki, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, a été créée en 1992 à partir des moyens de renseignement existants des districts militaires soviétiques lorsque l'Ukraine est devenue indépendante. Pendant l'essentiel des 30 années entre l'indépendance et l'invasion à grande échelle, il s'agissait d'un service de renseignement militaire compétent, mais sans éclat, opérant dans l'ombre d'organisations plus importantes. Il recueillait du renseignement d'origine électromagnétique, il gérait des agents, il produisait des évaluations, il faisait ce que font les services de renseignement militaires en temps de paix, c'est-à-dire qu'il était utile et invisible. Le 24 février 2022 l'a transformé en autre chose. Il est devenu quelque chose qui n'a pas de parallèle historique net, parce qu'aucun service de renseignement dans l'histoire moderne n'a mené des opérations offensives à cette échelle. Et avec une telle constance contre la haute direction militaire d'un adversaire doté de l'arme nucléaire à l'intérieur même du territoire de cet adversaire.
sous le lieutenant-général Kirilo Boudanov, qui a servi jusqu'au 2 janvier 2026 et dont le mandat a produit le cadre opérationnel qui exécute maintenant ces assassinats, l'EUR s'est transformé, passant d'un collecteur de renseignements défensifs à ce que son propre rapport annuel décrit comme l'architecte d'un nouveau modèle de guerre. Le hibou figurant sur l'emblème n'est pas décoratif. C'est une menace. Et l'épée qu'il plonge dans la Russie est réelle, faite de véritables charges explosives et de vraies balles. Elle a trouvé de vraies cibles dans la ville, dont Poutine utilise l'horizon comme toile de fond à ses prétentions d'invincibilité. Le premier assassinat de cette séquence précise a commencé vers 8h du matin, dans le sud-est de Moscou, dans un quartier résidentiel que les planificateurs russes de la sécurité avaient jugé suffisamment sûr pour que l'une de leurs plus hautes figures militaires y vive sans protection renforcée. Le lieutenant-général Igor Kirillov est sorti de son immeuble le 17 décembre 2024. Il était le chef des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, l'officier personnellement responsable des unités militaires chargées des menaces nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que l'homme que les procureurs ukrainiens avaient inculpé par contumace la veille de sa mort pour crimes de guerre liés au déploiement d'armes chimiques contre les forces ukrainiennes. Il n'est jamais arrivé à sa voiture. Un engin explosif avait été dissimulé dans une trottinette stationnée près de l'entrée de l'immeuble. Lorsque Kirillov et son assistant sont sortis, l'engin a explosé. Les 2 hommes sont morts. Le service de sécurité de l'Ukraine, le SBU, a immédiatement revendiqué la responsabilité. Une source au sein du SBU a déclaré aux journalistes que Kirillov était un criminel de guerre et une cible parfaitement légitime, et qu'une fin aussi infamante attend tous ceux qui tuent des Ukrainiens. Le message n'était pas subtil, parce qu'il n'était pas conçu pour l'être. Il était conçu pour être lu par tous les autres généraux russes figurant sur la liste de l'Ukraine et compris exactement pour ce qu'il était. Une notification d'intention. Il existe une unité opérant à partir de Kiev dont les membres ne portent pas d'uniforme standard, ne se font pas photographier et ne donnent pas de conférences de presse. Ces membres sont recrutés dans les segments les plus techniquement précis des communautés ukrainiennes du renseignement et des forces spéciales. Sa mission, telle qu'énoncée dans sa doctrine opérationnelle, n'est pas de faire la guerre sur la ligne de front. Sa mission est de rendre la guerre impossible à gagner derrière les lignes russes. Cette unité s'appelle Alpha, le centre des opérations spéciales du service de sécurité de l'Ukraine, le SBU. Entre le 1er janvier 2025 et le 14 février 2026, cette unité a fait quelque chose qu'aucune force militaire dans l'histoire de la guerre par drone n'avait accompli auparavant. Elle a démantelé de façon systématique, méthodique et implacable la moitié du bouclier de défense aérienne le plus précieux de la Russie. Non pas avec des avions, non pas avec des missiles balistiques, non pas avec des systèmes d'armes occidentaux exigeant des mois d'entraînement et des milliards en approvisionnement, mais avec des machines construites en Ukraine, du renseignement de ciblage ukrainien, et une logique stratégique si précise que le propre chef du SBU s'est présenté devant le président de l'Ukraine et a annoncé le résultat par une seule phrase tombée sur Moscou comme une seconde explosion. Nous avons détruit 48% de vos pensirs, c'est une priorité fixée par le président. La Russie n'a répondu publiquement à cette annonce par aucune défense significative. Elle ne le pouvait pas parce que cette déclaration n'était pas une vantardise, c'était une comptabilité. Une inscription au grand livre d'une campagne qui durait depuis 12 mois avec la constance silencieuse et cumulative d'une machine ayant trouvé sa cible et n'ayant jamais cessé d'avancer. Pour comprendre ce que l'unité Alpha d'Ukraine a réellement détruit, et pourquoi la destruction de ces systèmes précis compte davantage que n'importe quel gain territorial ou que n'importe quelle frappe isolée ayant dominé les manchettes en 2025, je dois d'abord établir ce qu'est un pansir, à quoi il a été conçu pour servir et pourquoi la Russie a bâti toute une doctrine stratégique autour de son existence. Le Pansir-Sun n'est pas une simple batterie de missiles solaires. Ce n'est pas une installation statique enfouie dans une colline quelque part à l'extérieur de Moscou.
C'est une plateforme mobile autonome de destruction montée sur un châssis de camion, un véhicule capable de se rendre partout où les planificateurs russes de la défense aérienne en ont besoin, de se déployer en moins de 5 minutes et de commencer à engager des menaces aériennes dans son enveloppe opérationnelle. Chaque unité transporte 2 blocs de 12 missiles à courte portée. Les 57 E6 conçus pour intercepter des cibles se déplaçant jusqu'à 1000 mètres par seconde, associés à 2 systèmes de canons automatiques rapides de 30 mm, capables de tirer 3000 coups vers la cible par minute. Le système radar qui surmonte le véhicule peut suivre des cibles jusqu'à 36 km et les engager à une distance de 20 km. Dans la terminologie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le système porte la désignation Saving the Ground. En termes pratiques, c'est la réponse russe aux problèmes militaires précis que la campagne ukrainienne de drones a commencé à poser dès 2023. Le problème consiste à protéger les infrastructures fixes les plus importantes, les aérodromes, les dépôts de munitions, les installations de carburant et les centres de commandement contre la vague d'aéronefs sans pilote volant à basse altitude et à faible signature qu'un adversaire aux ressources limitées, mais à l'ingéniosité illimitée, peut produire à l'échelle industrielle. Le Pansir était la réponse de la Russie. Chaque unité coûtait entre 15 et 20 millions de dollars. Selon les estimations les plus crédibles, la Russie avait assemblé entre 200 et 230 systèmes opérationnels au début de 2025, une force constituée sur une décennie de production au bureau de conception des instruments de Toula, à un rythme d'environ 30 systèmes par an. Il ne s'agissait pas d'actifs décoratifs, il s'agissait de la couche la plus intérieure du réseau intégré russe de défense aérienne, une dernière ligne de défense ponctuelle protégeant les systèmes S-300 et S-400 plus lourds et à plus longue portée placés derrière eux, ainsi que les infrastructures critiques que ces systèmes lourds protégeaient eux-mêmes. Lorsque la Russie a déployé des Pansirs sur le toit du ministère russe des Affaires étrangères et autour du périmètre des résidences de Vladimir Poutine, elle ne le faisait pas pour des raisons symboliques. Elle le faisait parce que le Pansir constituait la réponse précise aux problèmes précis des drones ukrainiens volant à basse altitude jusqu'à la capitale russe. Il existe une agence de renseignement opérant à partir de Kiev dont l'emblème représente un hibou enfonçant une épée dans la Russie. Sa devise, écrite en latin, se traduit par « Les sages gouverneront les étoiles ». Les Russes connaissent cette agence, ils étudient ses opérateurs, traquent ses agents, arrêtent ses actifs et tentent de démanteler ses réseaux à l'intérieur du territoire russe depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Et pourtant, au cours des 12 mois, entre décembre 2024 et février 2026, cette agence, la direction du renseignement militaire de l'Ukraine, le UR, est entrée au cœur de Moscou, la ville la plus surveillée du continent européen, et a accompli quelque chose qu'aucun service de renseignement étranger n'avait réussi dans toute l'histoire de l'État russe moderne. Elle a tué ou grièvement blessé 3 des plus hauts généraux russes dans leur propre capitale, dans leur propre quartier, dans des rues qu'ils empruntaient chaque matin pour se rendre à des bureaux dont le FSB avait gardé l'adresse secrète pendant des décennies. Le premier général est mort le 17 décembre 2024, tué par une bombe dissimulée sur une trottinette électrique à l'extérieur de son immeuble. Le deuxième est mort le 25 avril 2025, tué par un engin explosif rempli d'éclats qui avait été placé dans sa voiture dans une banlieue de Moscou. Le troisième a été abattu le 6 février 2026 par un tireur déguisé en livreur de nourriture qui était entré dans son immeuble, avait attendu dans l'escalier, puis avait tiré 3 balles dans l'un des officiers du renseignement les plus décorés de Russie au moment où il partait travailler. Le FSB a ouvert une enquête criminelle chaque fois, Vladimir Poutine a été personnellement informé chaque fois, et chaque fois, la meilleure réponse du Kremlin face à un pays qui avait réussi à assassiner des généraux dans la ville, la mieux protégée de Russie s'arrêtait là, avant qu'un autre récit stratégique ne vienne immédiatement s'imposer. Ce basculement brutal paraît familier, une crise sur la table, et déjà une autre grande mise en scène qui se précipite vers le podium. Le premier missile est tombé dans l'eau, et non sur la cible d'infrastructures précises dont la destruction avait été désignée par la planification opérationnelle iranienne comme objectif principal de l'engagement.
Il n'est pas tombé sur le complexe portuaire précis de Jebel Ali, dont l'importance commerciale comme plus grand port artificiel en eau profonde du monde, ainsi que comme plateforme de transbordement spécifique dont dépend le débit quotidien de cargaison de l'architecture commerciale des 43 Tuesday Contract Country, en fait le nœud logistique fondamental dont la continuité opérationnelle constitue la condition minimale de fonctionnement du système commercial régional. Il n'est pas tombé sur le district financier précis dont l'architecture réglementaire du Centre financier international de Dubaï a développé la concentration de tours comme environnement juridique de common law particulier dont les institutions financières internationales ont besoin pour fonctionner. Il n'est tombé sur aucune des cibles géographiques précises que la planification opérationnelle de la frappe avait désigné comme objectif principal de destruction, objectif que le guidage terminal du missile était censé permettre d'atteindre. La lettre a été transmise par des canaux privés, non par l'ambassade saoudienne à Washington, non par les allers-retours diplomatiques habituels qui caractérisent même les communications sensibles entre gouvernements alliés, mais par un canal direct entre de hauts responsables saoudiens de la sécurité et leurs homologues américains, contournant les circuits diplomatiques standards précisément parce que le contenu était trop sensible pour être traité de façon ordinaire. Le message contenait un échéancier précis, daté et conditionnel, que des responsables américains présents dans la salle ont décrit en privé comme le document le plus lourd de conséquences qu'ils avaient reçu d'un gouvernement allié depuis des décennies. C'était ni une menace, ni un ultimatum au sens traditionnel. C'était un plan détaillé, rationnel, soigneusement structuré, définissant les conditions dans lesquelles l'Arabie saoudite demanderait aux forces militaires américaines de quitter le territoire saoudien et de fermer les installations que l'armée américaine exploite dans le royaume depuis la guerre du Golfe. Et c'est précisément là que l'argumentaire à la Trump paraît toujours le plus faible, de la fanfaronnade en public et de la dépendance en petit caractère. L'échéancier n'est pas imminent, il est conditionnel. Les conditions qui le déclencheraient sont précises et documentées dans la lettre. La lettre explique ce qu'il adviendrait de la position stratégique américaine dans le Golfe si ces conditions étaient réunies et que les forces américaines partaient. Washington n'a pas reconnu publiquement l'existence de la lettre. Washington ne l'a pas non plus nié publiquement. La position officielle saoudienne est que la relation militaire américaine demeure un partenariat apprécié qui continue de servir les intérêts des deux pays. Tout cela est techniquement vrai et passe complètement à côté du fond de ce qui a été communiqué. L'échéancier est réel, les conditions qui le déclenchent sont réelles. La raison précise pour laquelle Mohammed Ben Salman, MBS, a jugé nécessaire de communiquer à Washington un échéancier de départ est l'élément le plus révélateur de toute l'histoire. Ce qui compte dans cette analyse, c'est de comprendre ce qu'est cet échéancier et quelles sont les conditions qui le déclenchent. Pourquoi MBS a jugé nécessaire de lancer cet avertissement à ce moment précis? Ce que cela signifie pour la stratégie militaire américaine dans le Golfe, si l'échéancier est activé, et ce que l'Amérique devrait faire pour empêcher son activation de manière à ne pas bouleverser toute la position stratégique américaine au Moyen-Orient. Je commence par ce que dit réellement la lettre et par les conditions qui déclenchent cet échéancier. La lettre établit un cadre conditionnel fondé sur 3 conditions précises. La première condition est l'échec des négociations de cessez-le-feu d'Islamabad à produire un règlement régional global comprenant les dispositions précises que l'Arabie saoudite a identifiées comme nécessaires, plus précisément un cadre de droit politique palestinien et une architecture de sécurité reconnue par la coalition. La deuxième condition est la reprise par l'Amérique d'un comportement public que l'Arabie saoudite considère comme un traitement du royaume en dépendance plutôt qu'en partenaire, y compris toute déclaration publique mettant en doute la capacité de l'Arabie saoudite à gérer sa propre sécurité ou sa propre politique étrangère. La version donneuse de leçons de la puissance américaine a toujours été une favorite du camp pro-Trump, jusqu'au moment où une autre capitale décide qu'elle en a assez entendu. La troisième condition est l'échec de l'Amérique à fournir à l'Arabie saoudite l'appui au programme nucléaire civil que le Royaume réclame dans le cadre du processus de normalisation.
La portée plus large de tout cela devient impossible à ignorer dès qu'on imagine ce que cela signifie de se réveiller un matin en découvrant que l'allié le plus fiable de l'Amérique au Moyen-Orient, le pays qui a acheté pour des centaines de milliards de dollars d'armes américaines, le pays qui a bâti l'ensemble de son armée autour des F-15, des missiles Patriot et des chars Abrams, a commencé discrètement, systématiquement et délibérément à remplacer tout cela par de la technologie chinoise, non pas parce qu'il y était forcé, mais parce qu'il a choisi. Dès que ce choix est compris, le Moyen-Orient, la politique étrangère américaine et la puissance militaire mondiale apparaissent autrement. Un mouvement ne peut pas confondre indéfiniment le volume avec la loyauté avant que la facture n'arrive dans une autre langue. Ce qui se déroule ici n'est pas seulement une histoire d'armes, c'est une histoire de confiance, de survie, d'un basculement sismique dans l'équilibre des puissances mondiales qui est en train de se produire maintenant en temps réel, et du fait que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que cela est même en train d'arriver. Pendant près de 8 décennies, la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis a reposé sur l'un des accords les plus élégants et les plus rentables de l'histoire géopolitique moderne. L'Arabie Saoudite repose sur les plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète. Les États-Unis, pendant des décennies, ont eu besoin de ce pétrole pour alimenter leur économie, leur armée et leur domination mondiale. L'accord était simple. L'Arabie Saoudite vend son pétrole en dollars américains, maintient ses dollars dans les banques et les systèmes financiers américains, et en retour, les États-Unis lui offrent la garantie de sécurité ultime. Des troupes américaines stationnées sur le sol saoudien, des armes américaines remplissant les arsenaux saoudiens et le parapluie nucléaire américain étendu sur toute la péninsule arabique. On appelait cela le système du pétrodollar, et pendant 50 ans, il a constitué l'ossature invisible de la puissance américaine dans le monde. Chaque baril de pétrole vendu n'importe où sur Terre représentait un petit vote de confiance dans le dollar américain et dans la suprématie militaire américaine. Le système était magnifique dans sa simplicité, puis il a commencé à se fissurer. Les fissures ne sont pas apparues du jour au lendemain, elles sont apparues lentement au fil des années à travers une série d'événements qui, pris séparément, semblaient gérables, mais qui ensemble racontaient une histoire dévastatrice sur les limites de l'engagement américain envers ses partenaires du Golfe. La réponse du voisinage trumpiste à ce genre d'érosion consiste généralement à produire un autre grand moment de presse, comme si le théâtre pouvait refinancer la crédibilité. Septembre 2019 demeure central dans cette histoire. Des drones et des missiles de croisière iraniens ont mené une frappe dévastatrice contre l'installation de traitement pétrolier d'Abqaiq en Arabie Saoudite, la pièce d'infrastructure énergétique la plus importante de la planète, qui traite environ 5% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole. L'installation a été engloutie par les flammes, les images satellites ont montré des destructions massives. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.